OK. Alors, très bien. Écoutez, merci à tous et toutes de nous avoir rejoints aujourd'hui après que la date ait été repoussée. Ça a été vraiment une surprise de dernière minute, mais nous sommes contents d'être ici aujourd'hui pour parler des arnaques à la crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est et comment se protéger avec Jeff Horncastle du Centre antifraude du Canada et avec le soutien, bien entendu, de nos partenaires Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario, ainsi que la collaboration et le soutien de la FARFO, la Fédération des aînés retraités francophones de l'Ontario, et le réseau de la prévention de la maltraitance des aînés des francophones de l'Ontario. Avant d'aller plus loin, je souhaite prendre un moment, un instant pour réfléchir et reconnaître les terres. Nous reconnaissons que tous ensemble, nous sommes chacun dans notre partie du pays réunis et actifs et vivant et travaillant sur le territoire traditionnel d'un grand nombre de Premières Nations. Nous reconnaissons leur gestion de ces terres à travers les âges et nous cherchons à établir une nouvelle relation avec ces peuples originels, une relation qui soit fondée sur la compréhension, l'honneur et le profond respect. Donc, avant de nous lancer dans la présentation même, quelques petits rappels techniques pour tout le monde. Nous avons toutes les participants et participantes en sourdine pour protéger la qualité du son pour l'enregistrement, puisque cette session est enregistrée. Vous pourrez voir Jeff pendant qu'il fera sa présentation. Quant à moi, vous me verrez au début et à la fin, mais pendant la présentation même, je serai cachée. Et nous aurons une session questions-réponses à la fin de ce webinaire pour à peu près 15 minutes. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit pendant que Jeff parle, vous pouvez bien entendu les taper dans la boîte questions-réponses. Et si vous souhaitez un peu changer la dimension des images sur votre écran, vous pouvez bouger votre prompteur sur la ligne verticale que vous voyez et la faire glisser vers la gauche ou vers la droite, ce qui vous aidera à agrandir ou à minimiser la taille de votre fenêtre. Donc, comme je vous disais juste, vous avez deux options pour parler. La fenêtre de discussion, qui est bien pour communiquer entre vous, partager des ressources. Nous aussi, on mettra des ressources dedans. Et la fenêtre questions-réponses pour nous aider à faire la liste des questions à poser à Jeff à la fin de la session. Et comme je disais, l'enregistrement est en cours maintenant et sera disponible sur le site de IEPO et du réseau canadien cnpea.ca quelques jours après cette session. Vous aurez aussi la possibilité de partager votre opinion pour nous aider à évaluer la réussite de cette présentation. Donc, nous espérons que vous y participerez. Et puis, un rappel aussi, notre but, c'est vraiment d'essayer de préserver votre vie privée et votre confidentialité. Donc, aujourd'hui, Jeff et Ryan et moi-même ne répondrons qu'aux questions qui sont générales posées dans le cadre de cette présentation. Si vous avez des questions plus précises, personnelles, qui ont à voir avec une situation personnelle, contactez-nous séparément et on vous mettra en contact avec la bonne personne. On veut juste éviter de partager des informations personnelles dans la boîte de clavardage. Très rapidement, une présentation des partenaires qui ont mis ce projet ou ce webinaire ensemble. Prévention de la maltraitance envers les aînés Ontario, connu sous le nom anglais Elder Abuse Prevention Ontario, EAPO, qui envisage un Ontario où tous les aînés sont à l'abri de la violence, ont une voix forte et se sentent en sécurité et respectés. Le travail de EAPO est fondé sur la sensibilisation, l'éducation, la formation et basé sur l'idée de respect et ancré sur la stratégie de lutte contre la maltraitance des aînés de l'Ontario, que je vous invite à lire si vous êtes intéressé. Vous avez un résumé ici avec les 3 piliers principaux: sensibilisation, éducation, formation pour le personnel de première ligne et coordination des services communautaires. Moi-même, je me présente, Bénédicte Chapelain, je suis la directrice générale du réseau canadien pour la prévention du mauvais traitement des aînés, qui est connu sous le nom RCP-MTA.
Nous sommes le seul réseau pan-canadien qui fait ce travail de connexion, d'information pour faciliter le développement de programmes et de politiques qui œuvrent à la prévention de la maltraitance des aînés. Nous sommes toujours très heureux de faire ces présentations en collaboration avec nos collègues et partenaires d'Ontario et d'ailleurs. Si vous souhaitez nous retrouver en ligne, vous pouvez le faire sur www.cnpea.ca. Et comme je mentionnais plus tôt, nous avons le plaisir d'organiser cet événement en français avec le soutien du réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario, qui s'est développé récemment, dans la dernière année, et dont la mission est d'outiller ses membres et de soutenir les personnes aînées francophones contre les formes de maltraitance. Ainsi que le support de la FARFO, Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario, qui a des membres à travers toute la province et qui soutient activement nos efforts de communication autour de la prévention de la maltraitance. Et aujourd'hui, nous avons Jeff Horncastle avec nous, qui travaille dans l'unité d'admission et de prévention de la fraude depuis 6 ans et qui est agent de sensibilisation à la clientèle et de communication intérimaire depuis 2 ans. Donc, il est le coordinateur pour toutes les initiatives de prévention de la fraude au Centre antifraude du Canada, ce qui est une tâche d'envergure. Donc, aujourd'hui, Jeff va nous parler des arnaques à la crypto-monnaie et c'est moi qui vais partager l'écran et passer d'une diapo à l'autre. Donc, Jeff, n'hésitez pas, si je suis trop lente, à me dire de passer à la suivante. Allez-y. Donc, merci, Bénédicte. Merci tout le monde d'être ici aujourd'hui. Donc, comme mentionné, je m'appelle Jeff Horncastle. Je suis agent de sensibilisation à la clientèle et de communication au Centre antifraude du Canada. Donc, ma présentation aujourd'hui va couvrir la prévention de la fraude 2023, spécifiquement sur la crypto-monnaie. Donc, pour vous donner un petit aperçu sur la présentation aujourd'hui, on va parler un peu à propos du Centre antifraude du Canada. C'est quoi le Centre antifraude du Canada? Qu'est-ce qu'on fait? La crypto-monnaie, je vais expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est quoi et ce qu'on voit au Centre antifraude du Canada. Les méthodes de paiement en 2022, beaucoup de différentes méthodes de paiement que les fraudeurs utilisent ou que les fraudeurs demandent aux victimes d'utiliser. La crypto, comme mentionné, on va expliquer que c'est une tendance croissante. Les fraudes les plus signalées où crypto était la méthode de paiement. Et enfin, comment signaler au Centre antifraude du Canada. Donc, prochaine page. Donc, le Centre antifraude du Canada est le dépôt central des données sur la fraude. Nous aidons les citoyens et les entreprises à signaler la fraude, à se renseigner sur différents types de fraude, à reconnaître des indices de fraude et à se protéger contre la fraude. Donc, nous fournissons également de l'information aux organismes d'application de la loi et au gouvernement, au pays et à l'étranger. Nos objectifs comprennent notamment ce qui suit. Donc, perturber les activités criminelles, renforcer le partenariat entre les secteurs privés et publics et préserver l'économie canadienne. Donc, le CAFC, ou le Centre antifraude du Canada, est géré conjointement par la Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l'Ontario et le Bureau de la concurrence du Canada. Donc, comme vous voyez, le montant perdu basé sur les signalements ou sur des rapports reçus au Centre antifraude du Canada, on voit que les montants ont monté. Il y a eu une hausse remarquable depuis 2019. Donc, comme vous voyez, un peu moins de 200 millions signalés, 165 millions signalés en 2020. Et le montant perdu en 2022 a monté à 530 millions. Donc, c'est une hausse qui est un peu inquiétante. Donc, c'est encore plus de raisons pour donner l'éducation comme qu'on fait aujourd'hui ou à travers les médias, sur notre site web ou à travers les réseaux sociaux. Donc, prochaine page. Donc, la crypto-monnaie, c'est quoi exactement?
je pense que la plupart des Canadiens, on ne comprend pas exactement c'est quoi. On sait que c'est un argent qui n'existe pas vraiment. Donc, c'est une monnaie virtuelle. Elle existe en ligne en utilisant des ordinateurs interconnectés pour enregistrer les soldes et les transactions. Donc, en plus, il y a beaucoup de risques lorsqu'on parle de crypto-monnaie. Si on pense de faire des investissements, il faut prendre en considération que les prix montent et descendent de façon spectaculaire. Donc, une journée, ils peuvent avoir une très bonne valeur. La prochaine, vous pouvez tout perdre votre argent. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de risques. De nombreux Canadiens ne comprennent pas parfaitement c'est quoi la crypto-monnaie, ce qui les expose naturellement à un risque de perte financière. Donc, comme toute autre chose, si vous n'avez pas beaucoup de connaissances sur la crypto-monnaie, vous ne devrez probablement pas vous impliquer. Vous pouvez acheter de la cryptographie via les guichets automatiques Bitcoin ou à travers des échanges en ligne et les entreprises, ce qui veut dire des sites web qui vous offrent l'opportunité d'acheter soit des bitcoins. Il y a tellement de différents types de crypto-monnaies qu'il y en a beaucoup trop à nommer, mais évidemment, Bitcoin est la plus populaire. Donc, on va passer à la prochaine page. Donc, ici, on voit les méthodes de paiement en 2022 que les fraudeurs utilisent le plus, qui sont le plus communs. Donc, transfert bancaire, on voit un peu moins de 168 millions de perdus en 2022. Et numéro 2, crypto-monnaie, presque 126 millions ont été perdus. Donc, transfert, e-transfer, dépôt direct et argent comptant. Mais comme on va voir sur la prochaine page, on voit que la crypto-monnaie a monté. Il y a eu une hausse remarquable depuis 2020, dans le fond. Donc, 22 millions ont été perdus par crypto-monnaie en 2020 et en 2022, un peu moins de 126 millions. Donc, ça continue à monter par beaucoup. Donc, et on anticipe voir une hausse encore en 2023. Donc, comme j'ai mentionné, il y a tellement de risques. Lorsqu'on envoie des paiements par crypto-monnaie, les chances de recouvrir les fonds sont très, très minimes parce que sont très, très difficiles à tracer pour la police et les enquêteurs. Donc, les fraudes les plus signalées où la crypto-monnaie a été utilisée comme méthode de paiement, donc investissement, 76,5 millions a été perdu. Stratagème de rencontre ou des fraudes romantiques, de romance, 13,3 millions a été perdu, suivi par services, extorsion, des fraudes d'emploi, l'enquêteur bancaire et le besoin urgent d'argent. Donc, on va passer tout à travers plus en détail les fraudes qu'on voit sur cette liste. Je vais expliquer un peu comment ils fonctionnent. Donc, si on pense aux statistiques que je viens de présenter, on estime que seulement 5 à 10 des victimes signalent leur fraude au Centre antifraude du Canada. Donc, si on met, par exemple, le 530 millions qui a été perdu en 2022, si on met en considération que seulement 5 à 10 signalent au Centre antifraude du Canada, on est vraiment en réalité dans les billions de dollars de perdus seulement au Canada. Donc, c'est un très, très gros problème. Donc, encore plus de raisons de faire l'éducation, essayer d'éduquer nos membres de notre famille, si on pense qu'on est protégé, de prendre l'information qu'on a et de partager parce que, en réalité, le Centre antifraude du Canada, on peut faire des présentations, mais c'est très important que les citoyens et citoyennes partagent le mot avec leur famille et leurs amis. Donc, on va passer à la prochaine page. Les crypto-placements. Donc, on a vu que les fraudes d'investissement étaient la fraude la plus signalée ou basée sur le montant perdu en 2022. En total, les crypto-placements, il y a eu 76,5 millions de perdus. Donc, c'est
les fraudeurs vont utiliser les médias sociaux pour attaquer ou cibler leurs victimes. Ils vont utiliser des sites web frauduleux ou des annonces frauduleuses. Donc, par exemple, si une personne va aller sur Google, va faire une recherche cryptocurrency, crypto-placement, il y a des grosses chances que les résultats, les 5 à 10 premiers résultats que vous allez voir vont être des sites frauduleux. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire vos recherches avant de décider si vous voulez, si vous êtes intéressé de mettre de l'argent dans les crypto-placements. Les fraudeurs, c'est une technique commune qu'ils utilisent. Ils vont être les premiers résultats sur Google ou sur votre site de recherche à apparaître. Donc, prenez ça en considération. Les médias sociaux, on voit souvent si on est sur Facebook ou quoi que ce soit. On a probablement tous reçu des messages un peu bizarres de quelqu'un se faisant passer pour un ami, nous offrant un prix ou une opportunité d'investissement. Faut vraiment, si vous recevez un message un peu étrange, important, d'essayer de communiquer votre ami ou le membre de votre famille par téléphone, par exemple, pour confirmer si le message vient réellement d'eux. Donc, à la prochaine page, les investissements. Donc, les fonds d'investissement, il s'agit de possibilités d'investissement fausses, trompeuses ou frauduleuses, qui sont souvent assorties d'un rendement monétaire plus élevé que la normale et dans lequel les victimes perdent une bonne partie ou la totalité de leur argent. Donc, crypto-placement, la majorité des fraudes liées aux investissements qui sont signalées comprennent des placements en crypto-monnaie effectués par des Canadiens qui ont vu des annonces trompeuses. Habituellement, les victimes téléchargent une plateforme de négociation et virent de la crypto-monnaie dans leur compte de négociation. Dans la plupart des cas, les victimes sont incapables de retirer leur argent. Donc, ils vont investir de l'argent. Quand ça vient le temps d'essayer de sortir leur argent, ils vont se rendre compte qu'ils ont été victimes puisqu'ils ne seront pas capables de sortir l'argent qu'ils ont investi. Donc, passant à la prochaine fraude, qui est le besoin urgent d'argent. Donc, le stratagème de besoin urgent d'argent, aussi appelé l'arnaque des grands-parents, consiste que les fraudeurs communiquent avec des aînés ou les membres d'une famille et prétendent que leur petit enfant ou un proche a été victime d'un accident ou qui ont été accusés d'une infraction comme la conduite en état d'ivresse ou une infraction en matière de drogue. Les fraudeurs se font passer pour un agent. Donc, un deuxième fraudeur va venir sur le téléphone se faisant passer pour un agent d'application de la loi ou un avocat. Ils vont dire qu'il y a un montant qui doit être payé pour que votre membre de votre famille évite d'aller en prison. Donc, ils vous demandent de ne pas en discuter à personne. Et souvent, les fraudeurs, ce qu'ils font, ils vont aller à la maison de la victime pour aller récupérer l'argent. Ou ils vont vous demander à la victime d'envoyer l'argent par la poste. Donc, aussi, il y a différentes variantes. Aussi, ce n'est pas la seule variante. L'arnaque des grands-parents, c'est vraiment la principale. Mais une autre variante, c'est un courriel qui se fait passer pour un ami qu'on a parlé avec avant, dans le passé, par courriel. Ils vont dire qu'ils sont malades à l'hôpital, ils ont besoin d'une faveur, ils ont oublié leur portefeuille à la maison, ils vous demandent d'acheter des cartes cadeaux et ils vous disent qu'ils vont vous repayer lorsqu'ils sortent de l'hôpital. Sachez que c'est une fraude commune. Si vous recevez encore une fois une demande un peu bizarre, essayez de communiquer avec la personne par téléphone pour confirmer à 100% si la demande vient vraiment de vous ou pas. Donc, dans certains cas, avec le besoin urgent d'argent, les fraudeurs commencent un peu à demander de la crypto-monnaie, des paiements par crypto-monnaie parce que, comme j'ai mentionné, c'est un peu difficile pour la police de tracer des paiements par crypto-monnaie. Donc, maintenant, on va passer à l'extorsion. Donc, il y a extorsion lorsqu'une personne obtient illégalement de l'argent, des biens ou des services d'une personne, d'une entité ou d'une institution par la coercition.
Donc, la fraude la plus commune qu'on voit en tant qu'extorsion, c'est le fameux appel qui se fait passer pour le gouvernement, soit Service Canada, l'Agence du revenu du Canada ou l'Agence frontalière. Donc, c'est un appel qui dit que pas de numéro d'assurance sociale, il y a eu des problèmes et que, dans le fond, si vous n'envoyez pas de l'argent pour prouver votre identité, vous pouvez vous faire arrêter. Donc, extorsion parce que si vous n'envoyez pas de l'argent, vous allez le faire arrêter. Donc, sachez que le gouvernement ne va jamais vous appeler pour faire des menaces. Et, encore une fois, même si on parle de communication du gouvernement, on voit souvent des courriels, des messages textes, pas nécessairement d'extorsion, mais tout ça pour dire que si on reçoit de la communication, on avise toujours de confirmer avec l'agence en question si la communication vient vraiment d'eux ou pas. Donc, par exemple, si vous recevez un appel se faisant passer pour Revenu Canada ou un courriel, un message texte, allez trouver le vrai numéro de téléphone de Revenu Canada, appelez-les vous-même et confirmez la communication avec eux avant de donner l'information personnelle. Donc, les stratagèmes de rencontre. Les fraudeurs utilisent tous les types de sites de rencontres et de réseautage social pour communiquer avec leurs victimes et créer leur compte au moyen de photos volées d'autres personnes. Leurs antécédents sont souvent semblables à ceux de la victime et il n'est pas rare qu'ils affirment être dans l'armée, travailler à l'étranger ou être des gens d'affaires prospères. Ils ne tardent pas à déclarer leur amour pour gagner la confiance, l'affection et l'argent de leurs victimes. Ce type de fraude mise beaucoup sur les émotions des victimes et peut durer des mois ou même on voit que ça peut durer des années. Les fraudeurs éprouveront toujours des ennuis financiers. Donc, soit ils vont avoir un enfant qui est malade, leurs comptes bancaires ont été gelés. On voit aussi qu'ils vont faire des demandes pour des vols d'avion pour venir rencontrer la victime. Ils vont toujours trouver des raisons. Donc, tout ça pour dire que si il n'y a rien de mal avec essayer de rencontrer quelqu'un sur l'Internet, mais connaissez les risques et évidemment à 100%, aussi aucune demande d'argent, sachez que c'est une fraude. Envoyez jamais de l'argent à quelqu'un que vous n'avez pas rencontré parce qu'on voit que si vous envoyez un paiement, ça va continuer et ça peut monter à, comme on voit dans certains cas, dans les millions de dollars de perdus. Donc, encore, avec les stratagèmes de rencontre des fraudeurs, plus commun qu'ils vont demander des paiements par crypto-monnaie. Encore une fois, raison pour laquelle, c'est parce que c'est presque intraçable par la police ou les enquêteurs. Donc, en passant à les fraudes qui sont reliées au service, donc, je pense qu'on connaît presque tous les fraudes de soutien technique où ils vont se faire passer pour Windows ou Microsoft ou Apple. Ils vont dire qu'il y a des virus sur votre ordinateur, qui ont reçu des messages, qui ont besoin d'accès à votre ordinateur. Donnez jamais accès à personne à votre ordinateur s'ils ne sont pas avec vous physiquement. Donc, soutien technique, si vous avez des problèmes avec votre ordinateur, on avise toujours d'apporter votre ordinateur ou votre téléphone cellulaire à un technicien dans votre quartier. On va aussi réparation au domicile, donc des fournaises, même des fenêtres, quoi que ce soit. Faites toujours vos recherches avant d'envoyer un paiement ou de signer un contrat. Aussi, on voit plus couramment, récemment, que les victimes ou les Canadiens reçoivent des appels se faisant passer pour leur compagnie de téléphone cellulaire ou d'Internet. Ils vont dire que il y a un bon deal ou un plan qu'ils peuvent vous offrir ou ce que vous allez payer moins. Donc, soit ils vont se passer pour TELUS, Rogers ou Bell ou quoi que ce soit. Ils vont vous demander pour l'information personnelle pour faire une vérification de crédit.
Sachez que c'est une fraude courante. Encore une fois, comme j'ai mentionné avec le gouvernement ou Revenu Canada, si vous recevez un appel se faisant passer pour une compagnie que vous faites affaire avec, avisez-les que vous allez rappeler. Coupez l'appel et rappelez le numéro de téléphone que vous avez pour eux, le vrai numéro de téléphone, pour confirmer le tout. On voit avec encore une fois, avec les fraudes reliées au service, que ça s'en vient plus commun que les fraudeurs vont demander des paiements par crypto-monnaie aussi. Donc, passant à la prochaine fraude, qui est l'enquêteur bancaire. Donc, c'est une fraude où les victimes sont ciblées par des fraudeurs qui prétendent travailler pour leur institution financière, les autorités policières ou un commerce en ligne comme Amazon. Les suspects indiquent à la victime que des frais suspects et non autorisés ont été portés à sa carte de crédit ou que ses fonds ont été retirés de son compte bancaire. Les fraudeurs disent ensuite à la victime qu'ils ont besoin de l'information de sa carte de crédit ou de sa carte de banque, y compris le NIP, pour arrêter la fraude. Donc, dans certains cas, les fraudeurs demandent à la victime d'avoir accès à son ordinateur pour poursuivre l'enquête. Ils montrent ensuite à la victime une transaction frauduleuse dans son compte bancaire en ligne. Les fraudeurs demandent à la victime de les aider à mener une enquête contre les criminels qui ont volé son argent et d'envoyer des fonds dans le cadre de cette enquête. Donc, la raison que les fraudeurs disent d'envoyer la crypto-monnaie, c'est parce que ils vont faire croire à la victime que c'est un employé de la banque qui a volé l'argent de la victime. Ils vont dire, si vous envoyez l'argent par crypto-monnaie, la banque, l'employé ne saura pas qu'on est en train d'enquêter. Donc, envoyé par crypto-monnaie, on va vous renvoyer l'argent lorsqu'on a fini notre enquête. Donc, les indices, c'est comment vous protéger. Le plus important, sachez que les fraudeurs peuvent faire masquer leur numéro de téléphone. Et ceci va pour n'importe quelle fraude par téléphone. Une fraude très commune, une technique très commune que les fraudeurs utilisent, c'est qu'ils peuvent faire apparaître n'importe quel numéro de téléphone qu'ils veulent sur votre afficheur. Donc, basez-vous jamais sur le numéro de téléphone que vous voyez parce que ils peuvent faire le vrai numéro de téléphone apparaître sur votre afficheur. Donc, faites toujours vous-même l'appel. Donc, par exemple, encore, si vous recevez un appel qui se fait passer pour votre banque, appelez le numéro, coupez l'appel, appelez le numéro de landau de votre carte pour confirmer s'il y a vraiment un problème ou pas avec votre compte. Donc, les étapes à suivre si vous êtes victime. Donc, si vous êtes victime de vol, de fraude d'identité, donc si vous donnez de l'information personnelle à travers un courriel d'hameçonnage ou de phishing qu'on appelle en anglais, ou que vous avez reçu une lettre vous disant que vous êtes parti d'une fuite d'informations à votre institution financière ou votre employeur. Important de suivre les étapes pour protéger votre identité. Donc, rassembler toute l'information sur la fraude. Communiquer avec les agences d'évaluation du crédit, donc Equifax et TransUnion. Signaler l'incident à la police locale et au Centre antifraude du Canada. Examinez bien vos relevés de compte et informez vos institutions financières, les sociétés émettrices de cartes de crédit et modifiez vos mots de passe. Si vous soupçonnez que votre courrier a été redirigé, communiquez avec Poste Canada. Il est très important d'informer les agences fédéraux et provinciaux de gouvernement pour protéger votre identité aussi. Donc, la prochaine tâche, très important de signaler des incidents de fraude. Si vous êtes victime, important, comme mentionné, de contacter la police locale et le Centre antifraude du Canada. Mais important à noter que même si vous n'aviez pas été victime, c'est important de signaler au Centre antifraude du Canada aussi. Vous pouvez faire ça en appelant le numéro de téléphone 1-888-495-8501 ou vous pouvez faire un signalement en ligne sur notre site web, comme vous voyez sur la photo.
vous cliquez sur signaler une fraude et vous allez avoir une option de, si vous n'aviez pas une clé GC, c'est très facile de créer une clé GC en créant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Après que ça soit fait, vous pouvez maintenant utiliser votre nom d'utilisateur et le mot de passe pour signaler une fraude. Donc, notre site web, Centre antifraude du Canada, centreantifraude.ca, excusez, pour signaler une fraude 24 heures par jour. Donc, ceci conclut ma présentation pour aujourd'hui. On va passer maintenant à des questions, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Jeff. Je suis de retour. Donc, on va donner quelques minutes de plus aux participants et participantes pour digérer tout ça et puis taper leurs questions. N'oubliez pas de les mettre dans la boîte Q&A. Et puis, donc moi, j'avais une question parce que commencer un peu la discussion. Au début, vous avez dit que donc, la crypto, c'est un peu difficile à saisir et puis à suivre aussi parce qu'il y en a tellement et que ce n'est pas vraiment géré ou supervisé par des autorités comme le serait la monnaie canadienne telle qu'on la connaît. Alors, Oui. comment est-ce qu'on fait si quelqu'un, sans parler forcément de fraude, on parle vraiment d'investissement légitime, quelqu'un qui envisage de se lancer dans cette affaire-là, où c'est qu'il trouve de l'information pour savoir justement qu'est-ce qui est légitime, qu'est-ce qui ne l'est pas? Oui, donc très bonne question, Bénédicte. Donc, important de contacter, si vous êtes en Ontario, Ontario Securities Commission, en français, c'est... Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, je crois. Oui, très bien. Donc, important, vous pouvez vérifier avec eux. Ils ont beaucoup... donc, toutes les agences provinciales ont beaucoup d'informations sur l'investissement. Vous pouvez vérifier aussi s'ils sont inscrits. Sur le site web fédéral, sont-ils inscrits au pluriel.ca. Donc, il y a une liste pour vérifier, mais basez-vous pas seulement sur la liste parce qu'il y a tellement de fraudeurs qui vont se faire passer pour des vraies compagnies. Donc, il faut toujours aller une étape plus loin, de tout vérifier. Prenez en note le site web, l'adresse web, les adresses courriels si vous avez les numéros de téléphone, allez tout vérifier. On ne peut jamais faire trop de recherches. D'accord. Tiens, nous avons une question qui vient d'arriver. Quelles mesures peut-on faire lorsqu'on fait des voyages pour sécuriser notre portable ou cellulaire? Est-ce que c'est possible que quelque chose soit accessible, que quand on est en voyage, quelqu'un puisse rentrer dans votre cellulaire comme ça? C'est une très bonne question. Ça, je ne pourrais pas vous répondre à 100%. Évidemment, il y a des étapes. Mettez des bons mots de passe sur votre téléphone. Essayez de limiter l'information que vous partagez. Si vous êtes sur une connexion Internet qui est publique, c'est probablement pas d'aller sur vos sites bancaires. Donc, prenez toutes les étapes. Essayez de ne pas démontrer ou de faire accessible votre information personnelle lorsque vous êtes en voyage. D'accord. Nous avons, voyons voir. Moi, j'avais une autre question aussi, parce que la crypto, j'en entends parler, j'ai lu plein d'articles, je continue à me mélanger les pinceaux régulièrement quand on en parle. Et donc, quand j'entends quelqu'un dire que les arnaques à la crypto se développent, je me demande à quel point c'est facile pour quelqu'un qui ne connaît rien du tout à la crypto, justement, d'aller, si un arnaqueur vous dit au téléphone, il va falloir que vous alliez me payer en crypto, est-ce que c'est si facile que ça à faire pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas ou comment ça se passe? Donc, différentes façons pour chaque fraude. On a discuté un peu de l'extorsion. Donc, la fameuse fraude où ils font passer pour le gouvernement, ils vont souvent demander des paiements de crypto-monnaies, mais ils vont appeler la machine un différent nom, comme en anglais un safety, parce que les appels sont anglophones, je veux dire en anglais. Donc, ils vont dire un safety payment method ou un safety deposit box. Donc, la victime qui ne connaît pas c'est quoi, la machine Bitcoin va aller au dépanneur ou dans le magasin, quoi que ce soit, va mettre l'argent dans la machine sans savoir que c'est la crypto-monnaie. Donc,
Important de savoir que, encore une fois, que le gouvernement n'accepterait jamais de paiement par crypto-monnaie. Prenez votre temps. Même avec certaines fraudes, je pense qu'il y a un peu de peur. Donc, les victimes ont de la misère, sont stressées. Donc, c'est difficile à penser un peu, des fois. Mais important de savoir que n'importe quelle agence gouvernementale n'accepterait jamais de paiement par crypto-monnaie. Très bien. Nous avons Jean qui pose une question au sujet des condamnations. Est-ce qu'il y a des exemples de condamnations qui sont allées vraiment jusqu'au bout, de gens qui ont été attrapés et condamnés après des arnaques à la crypto-monnaie? Oui, certainement. Puisqu'on ne fait pas d'enquête au Centre antifraude du Canada, on partage l'information. Je pense que ça serait. Il y a beaucoup d'articles sur Internet, de ce que je vois, où ce que oui, les fraudeurs se font arrêter. Mais l'éducation est beaucoup plus importante que arrêter les fraudeurs parce que malheureusement, il va toujours avoir des fraudeurs comme tous les autres crimes. C'est pour ça que le Centre antifraude vraiment veut se concentrer sur l'éducation et la prévention, qui est vraiment l'outil principal pour arrêter la fraude. J'imagine que ça doit impliquer des autorités internationales parce que très souvent, ces arnaques-là, surtout avec la crypto, ça passe par différents pays. Est-ce qu'on a un sens de comment les différents pays s'arment contre ça ou se collaborent plus efficacement ces temps-ci, j'espère? Oui, donc oui, certainement, on partage l'information avec nos partenaires internationaux. Évidemment, il y a différentes lois partout au monde, donc c'est difficile des fois, mais le Centre antifraude, ce qu'on fait, c'est qu'on partage l'information avec nos partenaires. D'accord. Nous avons Claire qui voudrait savoir comment est-ce qu'on peut perdre de l'argent si c'est une monnaie virtuelle et acheter toutes sortes de choses. Comment ça marche? Donc, il faut convertir notre argent à de l'argent virtuel, en autre mot. Donc, vous prenez votre argent. Si vous allez sur un échange qui est un site web qui offre l'opportunité d'acheter la crypto-monnaie, il accepte généralement des paiements par transfert Interac, par transfert bancaire, et votre argent est après converti en crypto-monnaie. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on a une question pointue, très d'actualité, qui demande est-ce que l'intelligence artificielle risque d'augmenter la fraude? Donc, basé sur les signalements qu'on reçoit au Centre antifraude du Canada, c'est difficile à dire que si, évidemment, c'est quelque chose qu'on regarde très proche, mais basé sur les signalements reçus à date, on n'a pas, il n'y a rien qui n'indique que ça a été utilisé encore. D'accord. Et donc, les banques, si quelqu'un est victime de fraude et par exemple l'arnaque de l'enquêteur bancaire, qui est plus récent, en tout cas, moi, j'en avais pas entendu parler jusqu'à il y a 2-3 mois de ça, et maintenant, j'en entends de plus en plus parler. Donc, quelqu'un pense qu'il parle à un enquêteur qui est affilié à leur banque, sous les conseils de l'enquêteur qui leur dit, vous avez peut-être été compromis, on va recréer un mot de passe pour votre compte, blablabla. Bon. Ils se retrouvent maintenant avec quelqu'un qui a contrôle de leur compte et ayant donné volontairement leur mot de passe. Est-ce que dans ces cas-là, la banque va pouvoir les aider? Et si ça implique de la crypto aussi, comment ça se passe? Parce que les banques, généralement, la crypto, c'est pas trop leur truc. Donc, évidemment, je ne peux pas parler vraiment pour les institutions financières, mais très important, si vous avez donné accès à votre ordinateur, si vous pensez que le fraudeur a vos mots de passe, vos numéros de compte et a eu accès à votre information personnelle, très important de le signaler à votre institution financière parce que c'est eux qui peuvent sécuriser vos comptes. Mais comme j'ai mentionné, on essaie de passer le message pour pas que ça se rende à ce point-là. Donc, numéro un, sachez que le numéro de téléphone qui apparaît sur votre afficheur n'est pas toujours le vrai numéro de téléphone. Donc, on avise toujours que si vous avez reçu un appel se faisant passer pour votre institution financière, faites l'appel vous-même avec le numéro à l'endroit de votre carte.
Donc, c'est vraiment ça. Nous avons une autre question qui est arrivée qui dit les personnes aînées sont plus vulnérables. Est-ce qu'il faut peut-être faire du travail de plus avec elles? Est-ce que vous avez des stratégies particulières au Centre antifraude pour cette clientèle? Oui, oui, absolument. Donc, au Centre antifraude du Canada, donc, j'ai pas été à travers les différents groupes qu'on a au Centre antifraude du Canada. Donc, on a un groupe de volontaires aînés qui vont partout vraiment au Canada pour faire des présentations à des groupes d'aînés. Donc, des groupes communautaires, donc quoi que ce soit. Donc, oui, on a vraiment un groupe dédié à faire de l'éducation et de la prévention aux aînés au Canada. Très bien. Et donc, le numéro que vous avez partagé plutôt, c'était 1-888-495-8501, si je ne me C'est bien trompe ça. pas. Oui. C'est en français et en anglais, et c'est pour faire un rapport, enfin, pour signaler une arnaque. Et est-ce que ça marche aussi pour demander une présentation comme ça par des aînés, ou est-ce qu'il faut passer par quelqu'un d'autre pour mettre en place une présentation? Vous pouvez passer par le numéro de téléphone aussi pour des présentations et pour signaler les fraudes. D'accord, très bien. Donc, pour tout le monde, j'ai mis le numéro, je suis désolée, j'ai mis le titre en anglais, c'est le Centre antifraude du canadien, mais vous avez le numéro dans la boîte de chat et c'est ouvert du lundi au vendredi, 9h à 16h45 et fermé les jours fériés. Donc, vous pouvez appeler pour signaler tout signe de fraude qui vous a affecté vous ou quelqu'un que vous connaissez, mais aussi pour réserver une présentation pour votre communauté. Je crois qu'on a encore un petit peu de temps et on a une question de plus. Encore une bonne question. Est-ce que des systèmes tels Alexa, Google Home, Siri, etc., peuvent être des sources d'accès à mon information pour les fraudeurs? Bonne question. Je ne pourrais pas dire oui ou non. On dirait que si votre réseau est protégé à la maison, vous devriez être protégé. Mais on ne peut pas confirmer à 100% que c'est. Très bien. Il me semble me rappeler, quand on a fait la version de cette présentation en anglais, qu'il y avait la possibilité aussi de s'inscrire à des e-bulletins du Centre antifraude canadien. Est-ce que ces e-bulletins, ils sont bilingues? Donc, les bulletins sont vraiment pour des partenaires Pour les qu'on partenaires. on envoie ça. Donc, c'est pas. Mais tous les bulletins qu'on publie sont disponibles sur notre page Facebook, sur notre page Twitter et sur notre site web. Si vous passez à travers les listes de fraudes sur notre site web, c'est vraiment l'information des bulletins qui est ajoutée au site web. Très bien. Et juste aussi un rappel pour tout le monde, parce que je ne crois pas que je l'ai fait pendant que Jeff parlait. Si vous voulez contacter Equifax et TransUnion pour vérifier l'état de votre crédit, je vais mettre le numéro et l'adresse Internet dans la boîte chat aussi. Comme ça, vous avez accès à tout. Et juste pour vous rassurer, toutes ces ressources qu'on partage, on va les mettre juste sous l'enregistrement de cette session. Donc, vous aurez accès à toutes les ressources. On les partagera avec vous à nouveau parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Donc, Jeff, moi, la dernière question qui me reste, parce qu'on nous l'a posée déjà, c'était, mais alors si les arnaques à la crypto, c'est dur à tracer et s'il n'y a pas vraiment de grande chance de les attraper, pourquoi est-ce que je devrais me casser la tête à appeler Antifraude Canada et à attendre au téléphone? Quelle est la motivation derrière ça? Je crois que vous avez une bonne réponse, il me semble. Oui, donc on espère que ça ne sera pas toujours très difficile, mais c'est pas toujours les paiements. Donc, par exemple, donc on va commencer au début. Donc, le Centre antifraude du Canada est la base de données centrale pour le Canada reliée à la fraude de marketing en masse. Donc, par exemple, s'il y a une victime au Nouveau-Brunswick, il y a une autre victime à Colombie-Britannique, l'information peut être facilement reliée ensemble. Donc, c'est plus le plus d'informations que le Centre antifraude collecte, le plus d'informations que les enquêteurs vont avoir. Donc, pas nécessairement la crypto-monnaie. Des fois, c'est des adresses courriel, des sites web, des choses comme ça qui peuvent être reliées ensemble. Donc, toute information pourrait être importante ou vous ne savez jamais. L'information que vous partagez peut être le morceau qui manque dans le casse-tête pour les enquêteurs.
Parfait. Donc, on peut tous contribuer d'une façon ou d'une autre, même si ça n'a pas l'air d'être important, ça peut aider les personnes qui essaient de suivre la propagation de ces fraudes partout au Canada. Donc, ça vaut la peine de contacter le Centre antifraude du Canada. De mon côté, je crois que c'est tout. Je crois que c'est important peut-être de réitérer une dernière fois. Ces choses-là, elles sont, d'après ce que je comprends après avoir écouté vos présentations, c'est créé par des gens, des systèmes très élaborés. Ce sont des syndicats du crime, pas juste une personne toute seule la plupart du temps. Et donc, c'est fait de telle façon que pour faire tomber les gens dans le panneau. Donc, c'est important de garder une bonne dose de rester sceptique de protéger ces informations de toutes les façons possibles et imaginables. C'est pas grave de dire non des fois ou de raccrocher au nez de quelqu'un. Si c'est vraiment une vraie personne, ils vous rappelleront, ils le prendront pas mal. Exactement. Oui. Et puis, si vous avez été victime de fraude ou d'arnaque, ou si vous connaissez quelqu'un qui a été victime de fraude ou d'arnaque, n'ayez pas peur de partager, d'en parler. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de honte à ce sujet, de se dire qu'on a été crédule, mais ça arrive très souvent, comme on a vu avec les chiffres au début de cette présentation. C'est très commun, ça se développe de plus en plus. C'est dur de rester des fois au courant de tout ce qui se passe. Donc, n'ayez pas honte, n'hésitez pas, parlez-en, demandez de l'aide et vous trouverez des gens parmi vous et autour de vous qui sont prêts à vous soutenir et à vous aider justement à prendre les étapes nécessaires, parler à votre banque, parler au centre antifraude, connecter avec votre Equifax ou TransUnion. Toutes ces choses-là à faire étape par étape pour vous protéger mieux dans l'avenir et s'assurer que vos affaires sont mieux protégées. Donc, n'hésitez pas. Vous avez plus d'informations que vous trouverez sur le site du cnpea.ca et sur iepo.ca. Et d'ailleurs, juste avant de vous laisser partir, comme on a quelques minutes de plus, je voulais juste partager avec vous quelques informations de plus, non seulement à propos de ça, mais aussi à propos d'autres événements qui vont venir qui pourraient être intéressants pour vous. Donc, j'espère que vous pouvez le voir comme il faut. Là, ce qui va se présenter très bientôt, c'est le 15 juin, c'est la journée internationale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Donc, on va avoir un gros événement en ligne qui va se tenir entre 13h et 14h30, heure de l'Est, et de 10h à 11h30, heure de l'Ouest. On a rassemblé un groupe de présentateurs et présentatrices exceptionnels qui vont débattre des questions pressantes qui nous occupent ces temps-ci, surtout au sujet de l'agisme. Vous pouvez vous inscrire sur nos sites respectifs. Vous pouvez trouver l'information sur nos réseaux sociaux, dans nos e-bulletins qui sont sortis et qui vont sortir. Je vous invite fortement à vous inscrire. Si vous êtes en Ontario et francophone et intéressé par un autre événement francophone, là, RP Mafo, notre partenaire dont je parlais plus tôt, va aussi avoir un événement entre 10h et 12h heure de l'Est, avec parmi les plus grandes expertes actuelles de la maltraitance des aînés francophones. Donc, je vous invite à les contacter directement et vous pouvez trouver cette information aussi sur le site de la Farfo. Jean, je vous invite à rajouter les liens dans la boîte de chat directement si vous le pouvez. Et puis, bien entendu, comme je disais, on essaye toujours d'améliorer les choses et de procurer des webinaires intéressants, mais c'est toujours bon pour nous d'entendre votre opinion. Donc, prenez quelques minutes pour compléter notre sondage qui va apparaître à la fin de la présentation et qu'on va vous envoyer par courriel aussi. Ça nous aide beaucoup à corriger les choses pour la prochaine fois. Et puis, si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, mon information est sur l'écran. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux à @cnpea. Vous avez mon adresse courriel ici. Si vous souhaitez parler à ma collègue en Ontario, Rayanne Rideout, son adresse email est visible sur votre écran à l'heure actuelle. Et puis pour Jeff, nous avons déjà mis l'information dans la boîte chat, mais on sera heureuse de repartager ça avec tout le monde. J'allais dire au revoir, mais je crois qu'on a peut-être une question de plus. Laissez-moi vérifier. Ah, allez, une dernière question pour la route parce qu'elle est bonne. Est-ce que les arnaqueurs se font passer pour le centre antifraude?
Oui, donc, très bonne question. Oui, ça a été fait. Dans plusieurs fraudes, soit des courriels d'hameçonnage où ils vous demandent de cliquer sur un lien. Donc, on a vu vraiment euh, de cette variante. On a vu aussi où ce qui se faisait passer pour des enquêteurs, soit des enquêteurs bancaires ou la fraude que j'avais mentionnée d'extorsion, où ils se font passer pour le gouvernement. Des fois, ils vont se faire passer pour le Centre antifraude du Canada. Donc, encore une fois, si c'est le cas, appelez-nous pour confirmer si c'est vraiment nous qui appellent ou qui envoient un courriel. Il y a aucune chance que ce n'est pas nous. Donc, mais toujours aviser d'appeler pour confirmer le tout. Parfait. Bon, bah, c'était le dernier mot de la journée. Merci beaucoup, Jeff, pour avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui et d'avoir fait ça si bien. Merci à tous de vous être présentés, représentés, après on ait dû reporter notre présentation initiale. Si vous avez des questions, vous savez où nous trouver. Et puis, nous espérons vous voir la prochaine fois pour le 15 juin pour notre événement national. Merci à tous et puis à très bientôt. Merci tout le monde.